Congo, le secteur privé et informel, en tout cas les secteurs concernés. Sur le plateau, je ne suis pas seul, j'ai à l'extrême droite Monsieur Paul Nestor Mwanzibi. Il est le président du collectif des opérateurs économiques du Congo, COPECO en sigle. Et à l'extrême gauche, nous avons Monsieur Alexandre Osebi, président du syndicat des commerçants du Congo. Monsieur Paul Nestor Mwanzibi, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur Alexandre Osebi. Comment vous vous sentez-vous sur le plateau de MNTV? Oh bien, très bien. Alors, on ne peut pas d'emblée parler du problème de l'économie, sinon parler de l'émergence économique, sans pourtant savoir ce que c'est au départ. L'émergence économique donc du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, constituant le groupe appelé BRICS, a incité donc d'autres pays africains à se fixer comme objectif stratégique être pays émergents. Quoique le concept pays émergent ne corresponde à aucune définition économique, il reste qu'il est devenu une préoccupation politique tant pour les spécialistes en économie de développement que pour les hommes politiques. L'émergence désigne, autrement dit, des trajectoires de changement et sociaux étroitement articulées à la globalisation. Monsieur Paul Nestor Mwanzibi, en sus de cette définition de l'émergence d'un pays émergent donné, quelle est la quintessence, sinon comment comprenez-vous ce thème de ce soir? Je vous remercie pour m'avoir invité à votre émission. C'est une très bonne question. Vous savez que la plupart des pays chez nous en Afrique parlent d'émergence. C'est un mot nouveau, n'est-ce pas, que chaque pays essaye de pouvoir s'arrimer, parce que nous constatons que les pays émergents que vous avez cités tout à l'heure, le Brésil et la Russie et les autres, c'est des pays qui se sont forgés, qui ont mis, n'est-ce pas, leur tête dans le travail. C'est des pays qui ont pensé que il faut développer le pays et qui ont fait confiance à leurs compatriotes, et où les gens pensent beaucoup plus au développement. Vous savez que le sous-développement, n'est-ce pas, nous a amené, nous a pas amené au développement. Les pays aujourd'hui sont en train de vouloir se développer. Les pays aujourd'hui sont en train de vouloir aller vers la croissance économique. Et vous allez constater qu'en Afrique, surtout au Congo, nous avons ce slogan qui voudrait qu'en 2025, nous soyons un pays émergent. Mais pour être un pays émergent, il y a un certain critérium. On ne peut pas arriver on va parler tout à l'heure. Vous êtes certainement intéressé du thème déjà abordé, amorcé à travers cette émission. Le numéro affiché 06 966 22 26. Envoyez donc vos SMS. Monsieur Osebi, on nous dit que l'idée d'aller à l'émergence des pays africains est née donc des organisations comme CEMAC, l'UEMOA, qui ont incité les pays africains à aller vers l'émergence, et ce d'ici 2025. Donc le Congo a opté effectivement pour 2025, la Côte d'Ivoire en 2015, donc l'année prochaine. Et le Cameroun a débordé un tout petit peu, est allé en 2030, donc prendre son émergence pour 2030. Mais disons-le, quels sont les signaux, sinon les procédés qui peuvent conduire un pays à l'émergence? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que, comme mon confrère vient de le dire, ça devient pour nous comme un slogan. Mais il y a beaucoup de critères. Beaucoup de critères. Ça demande toute une machine d'organisation dans un pays. Il faut voir le pays dans sa profondeur. Et chez nous... Nous sommes dans le secteur informel et privé. Oui, je parle d'abord de l'émergence. L'émergence regarde tous les secteurs. Parce qu'on ne peut pas parler de l'entreprise si on ne regarde pas le secteur informel. On ne peut pas avoir des entrepreneurs qui sont nés entrepreneurs s'ils n'ont pas commencé par un chantier, 2 chantiers et 3 chantiers. Vous voyez? Donc, le capital d'un homme d'affaires ne commence pas seulement par des milliards. Quand on parle des millions, on dit on est déjà émergent. Mais pour arriver aux milliards, il faut commencer d'abord par des centaines de mille et des millions. Vous êtes quand même sûr que le Congo tend à son émergence d'ici 2025? C'est question des hommes. C'est question des hommes, des acteurs. Est-ce possible d'abord? C'est pas impossible. Oui. Puisque les autres l'ont fait. Et les autres sont arrivés et nous pouvons aussi le faire. Il suffit seulement, c'est question d'organisation.
si le pays s'organise et en regardant dans tous les paramètres. D'abord, on ne peut pas parler d'un pays émergent sans un secteur privé national solide. Donc il faut commencer d'abord par organiser d'abord au sein de nos opérateurs économiques nationaux et en créant des emplois, en les accompagnant, et à ce niveau on pourra parler de l'émergence. Le chemin d'avenir, programme du gouvernement, met un accent particulier sur la modernisation et l'industrialisation, qui d'abord sont deux piliers donc, du chemin d'avenir. Comment cela est-il possible? Parce que le chemin d'avenir place donc un accent particulier, comme j'aurais bien voulu dire, sur la construction, sinon en mettant en exergue les infrastructures. Comment cela est impossible? L'émergence du Congo à travers la mise en place des infrastructures telles que déjà commencées par le chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État, c'est un visionnaire. Il a une très bonne vision parce que pour développer un pays, il faut avoir une vision prospective. Et nous encourageons justement cette idée du chef de l'État, cette vision noble du chef de l'État qui consiste à amener le Congo vers l'émergence en 2025. Mais vous savez que, comme a dit mon collègue tout à l'heure, l'émergence, ce n'est pas un slogan. Le chef de l'État a fixé l'horizon, mais les animateurs qu'il a mis pour amener à la réalisation de cet horizon doivent comprendre les mécanismes de formation du Congolais. Parce que l'émergence, c'est un état d'esprit. La formation... Voilà, là, il faut former l'homme congolais à l'esprit d'émergence. Parce que vous avez pris l'exemple de la Chine. La Chine s'est développée parce que le président Mao Tse-tung... La Chine est émergente. Voilà, et c'est un pays émergent. Oui. Parce que Mao Tse-tung, pour le développement de ce pays, a mis les Chinois sous une certaine façon de voir les choses. C'est-à-dire, il a amené les Chinois au travail. C'est une mentalité qu'il faut forger. Vous savez que le Congolais n'aime pas travailler. Vous êtes d'avis avec moi que le Congolais n'a pas cultivé l'esprit du travail. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi que le Congolais aime travailler à la fonction publique, être un bureaucrate. Mais l'émergence, au niveau des entreprises, il faut former des hommes aguerris. Est-ce qu'il y a des mesures incitatives de la part du gouvernement d'abord? Bon, elles sont timides. Les mesures sont très timides. Vous savez que nous qui exerçons déjà dans le domaine de l'entreprise, nous ne sommes pas accompagnés dans l'œuvre de reconstruction du pays. Vous savez que vous êtes sans ignorer, et vous le suivez à travers les médias, comment les pouvoirs publics vilipendent les opérateurs économiques congolais. Ils ne prennent pas conscience que pour construire le Congo, il faut construire avec l'entreprise nationale. Il faut les accompagner. Nous avons besoin que le chef de l'État, alors qu'il a déjà donné un slogan, il a déjà fixé l'horizon, mais que les animateurs qui sont autour du chef de l'État, notamment le ministère des Finances, doivent accompagner les hommes d'affaires congolais, les opérateurs économiques congolais à l'émergence. Parce que c'est l'entreprise qu'il faut développer. Mais l'entreprise, il y a des ressources humaines. Quel est l'effort déjà fourni par les Congolais? Cet effort n'a pas été accompagné. Beaucoup d'efforts. Vous savez que les entreprises congolaises sont créées dans les conditions que vous connaissez. Les conditions où on est dans un environnement où il n'y a pas de banque. L'entreprise, vous savez que le rôle de la banque, c'est accompagner l'entreprise. Quand vous regardez les étrangers venir chez nous, ils ne viennent pas avec l'argent. Ils viennent au Mouchouniabata ici, excusez-moi le terme. Mais à la fin, vous les voyez construire les routes congolaises. Mais nous, les Congolais, on a quand même des ressources humaines qui sont capables de faire ce travail. Mais nous n'avons pas les banques. C'est la banque qui doit financer l'économie. Donc nous, on est nés dans des familles qui n'ont pas de moyens. On crée, on a des projets, on a des idées. Mais il va falloir que l'État mette en place des mécanismes qui permettent à ce que le Congolais qui a des idées, qui a des projets, puisse être financé par la banque. Et vous savez que nous avons des PRI, nous n'avons pas de banque. Tous les opérateurs économiques qui évoluent chez nous, évoluent avec l'effort personnel. C'est quelquefois, je vais vous dire, quelquefois, c'est le papa qui a vendu la parcelle, il s'entend avec son père pour vendre la parcelle, le peu d'argent qu'il trouve, il crée une entreprise. Les Congolais ont-ils la culture des banques, M. Sebi? Les banques, vous savez que... Ils préfèrent garder de l'argent à la maison. Non. Vous savez que les banques congolaises, par exemple, je suis commerçant, mais dans les banques où la banque commerciale qui venait de fermer,
Vous voyez, il y a quelques années. C'est-à-dire les banques congolaises, la population ou les opérateurs économiques, à un certain moment, avaient perdu la confiance des banques, puisque les banques fermaient à tout moment. Vous voyez. Bon. Donc, le seul point qui freine, sinon qui pourra empêcher le Congo à aller à l'émergence, c'est le secteur des banques. Pas seulement le secteur bancaire vient, on peut dire qu'on peut le mettre même en 3e ou en 4e position. Mon confrère, vous l'avez dit, la première des choses d'abord, c'est les acteurs, les animateurs d'abord de ce slogan émergence. Les acteurs sont lesquels? Ouais. Le chef de l'État et son gouvernement? Ben effectivement, aucun pays au monde ne peut, où les opérateurs économiques, tous les acteurs de la nation ne peuvent pas évoluer sans l'apport du gouvernement. Vous savez que c'est l'État qui est le providence de tout. Et c'est l'État qui pousse, c'est l'État qui accompagne, disons. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, nous avons déjà les routes. C'est ce qui est bon. Parce que l'opérateur économique, oui, l'opérateur économique qui a fait ses champs vers le nord du pays, qui a pu peut-être aller faire ses élevages vers Itumbi, aujourd'hui là, a la possibilité d'acheminer sa marchandise vers Brazzaville. C'est déjà bon. Oui. Ouais. C'est déjà un point. Bon, l'électricité, c'est quand même, c'est difficile pour le moment parce qu'il y a beaucoup de stages, mais on a l'espoir que demain ça pourra aller. Oui, mais la chose que, comme mon confrère vient de le dire, les banques, c'est parce que l'État devrait faire. Parce qu'on nous dit que notre pays a de l'argent. On devait créer les banques et mettre de l'argent fiable aux opérateurs économiques. Je vous dis qu'aujourd'hui, un opérateur économique congolais, pour avoir le crédit en banque, c'est difficile. Même si vous avez des garanties. Même si vous avez votre maison. Nous allons dans le même sens que mon collègue. C'est que ailleurs, quand le Chinois arrive au Congo, dès qu'il a un marché, il y a un système qui est mis en place partant de leur ministère des Affaires extérieures. Il est capable, le ministère lui confie, lui donne de l'argent pour réaliser ses travaux. Or, chez nous, ce n'est pas le cas. Vous avez un marché. Vous ne pourrez pas réaliser les travaux de ce marché parce que vous n'avez aucune banque pour vous accompagner. Et dans tous les pays du monde, n'est-ce pas, les économistes, le ministère de l'économie et des finances met en place des stratégies, des mécanismes pour permettre à ce que tous ceux qui ont les entreprises, n'est-ce pas, soient accompagnés. On ne peut pas aujourd'hui avoir un capital, n'est-ce pas, sans la banque. La banque doit donc accompagner les opérateurs économiques afin que ces opérateurs économiques accompagnent, travaillent pour le bien-être des Congolais. Vous savez que lorsque derrière une entreprise, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a les gens qui gagnent de l'emploi. Il y a l'État qui récolte l'impôt. Il y a autour de là le développement dans tout son ensemble. Donc l'entreprise devait être donc accompagnée par les autorités. Sinon, demain, nous allons arriver à 2025 sans que rien ne se fasse. Nous avons besoin, en tant qu'opérateur économique, d'être accompagnés dans l'exercice de notre métier parce que si nous ne le faisons pas, demain, 2025 ne sera qu'un slogan. Alors, Monsieur Osebi, je voudrais tout de même savoir de quel accompagnement souhaite-t-on? Et c'est de quel accompagnement? Seulement du secteur des banques ou alors il y a d'autres mesures que, sinon une autre volonté que le Congolais voudrait là soumettre à l'approbation du gouvernement? Ben, la banque est la pièce maîtresse. Parce qu'on ne peut pas manipuler, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est les moyens. On ne peut pas manipuler de l'argent sans la banque. Et personne n'a le droit de la manipuler sans la banque. Donc, nous parlons des banques parce que quand quelqu'un a un marché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher un financement pour exécuter le marché qu'il a gagné. Mais pour l'exécuter, il faut de l'argent. Mais de l'argent, on va l'avoir où? C'est auprès des banques. Donc, on ne peut pas s'en passer de la banque. Alors, donc, nous allons donc passer à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit donc de la crise qui est née aujourd'hui entre les organisations ici représentées et les autorités de la République. Alors, en parlant de ce sujet, nous restons toujours dans le cadre de l'émergence du Congo d'ici 2025. Je voudrais revenir à vous, M. Osebi. Après aujourd'hui 3 ans de collaboration avec les autorités, notamment celle de la DGID, Direction Générale des Impôts et des Domaines, qu'en est-il? Oui, merci monsieur le journaliste, c'est une très bonne question.
Il y a 3 ans en arrière, quand le directeur actuel des impôts est arrivé avec toute la direction, il y avait un système qui ne favorisait pas le paiement des impôts. C'est-à-dire qu'il y avait en quelque sorte comme une magouille qui se passait au niveau des agents des impôts et quelques contribuables. Et c'est nous qui avons écrit au directeur général des impôts que les gens payaient leurs impôts et on ne leur délivrait pas les quittances. Alors ce système-là, et après quand les contrôleurs arrivent sur le terrain, et les mêmes commerçants ne sont pas compris par les contrôleurs des impôts. Alors, nous avons essayé de faire plusieurs réunions. Nous avons eu comme un partenariat avec la Direction générale des impôts qui nous avait demandé de faire un travail sur le terrain, de sensibiliser et de mobiliser nos commerçants, nos membres, de venir auprès des divisions et exiger les reçus. Et nous avons organisé une foire pour les faire comprendre et les gens ont payé. Et il y avait des promesses que la Direction générale des impôts nous avait faites en disant que voilà, faisons le possible d'élargir l'assiette fiscale pour baisser les impôts les années prochaines. Ça, c'est le fruit de la collaboration avec la DGID. Mais aujourd'hui, où en est-on avec cette relation? Bon, je voulais te faire un peu l'historique pour qu'on se comprenne. Et cette relation, au fur et à mesure, nous nous sommes retrouvés comme dupés. Comment ça, dupés? Parce que nous avions fait ce travail, nous avons sensibilisé, nous avons fait même un recensement. Nous avons ramené près de 2200 et quelques nouveaux contribuables au niveau de l'assiette des impôts. Et le directeur nous avait promis en disant, non, quand il y a plusieurs contribuables qui vont payer les impôts, on va baisser les taux. C'était ces mots, nous avons des cassettes. Et aujourd'hui, il y a combien de contribuables? Bon, exactement, je vous ai dit ce que nous avions amené de nouveau. Voilà. Mais on n'a pas le chiffre exact des contribuables en totalité. Mais je vous dis des nouveaux que nous avions amenés l'année surpassée. C'était 2500 et quelques nouveaux contribuables. Et au fur et à mesure, l'année en question, nous avons senti que les impôts ont été payés un peu satisfaits. Et l'année suivante, ça a commencé à aller dans le mal. C'est-à-dire, chaque année, nous avons senti qu'il y a toujours l'augmentation des impôts. Celui qui a payé 200 000 cette année, l'année prochaine, il a 600 000. Et 3 ans après, on lui impose 900 000. Et la 4e année, et cette année-ci, le problème qui est né comme un conflit entre le syndicat des commerçants du Congo, à travers ses membres, et la Direction générale des impôts, c'est quoi? Lors de l'élaboration de la loi de finances 2014, là on est en 2013, le projet de loi, et il y a eu la loi de finances 2014. Et là on était en 2013, quand on était sur le projet de loi de 2014. Maintenant, le service de la réglementation, la direction, qui réfléchit pour présenter au gouvernement l'ébauche de cette loi de finances, nous avait écrit de faire des propositions. Là, on était encore en bon terme avec eux. Nous avons fait des propositions de la réalité qui se passe. De prendre tout le temps, parce qu'on n'a pas assez de temps, on a que peu de temps. Voilà. On veut tout de même savoir, M. Osebi, on a dit que vous aviez des relations, en tout cas de franche collaboration avec la Direction générale des impôts et des domaines. Aujourd'hui, la relation semble un peu mitigée, on ne sait pas pourquoi. Sur le plateau de ML. Bon, je voulais vous faire la jeunesse, mais je vous dis maintenant. À quel niveau la loi des finances 2014 vous pose problème? Voilà, je vais droit sur votre question, sinon je voulais faire la jeunesse pour qu'on se comprenne. Merci. La loi de finances 2014 nous pose problème parce que ils nous ont réduit. Auparavant, on payait, la date butoir, c'était le 31 mars. Et le délai des déclarations a été au 30, le 28 février au 31 mars. Donc, de janvier au 31 mars, vous devez déclarer vos impôts et commencer à les payer. Surtout la patente, vous devez la finir et l'IGF, on l'a payé progressivement. Maintenant, cette année, ils nous ont réduit le délai de 11 jours. Au lieu de 31 mars, on l'a ramené au 20 mars. Cela, c'est fait de commun accord? Non, pas de commun accord.
Parce que dans les propositions que nous avions faites à la DGID lors de l'élaboration de ce projet, voilà pourquoi je venais pour t'expliquer ça. Et quand ils sont venus, d'abord la vulgarisation s'est faite en retard. C'était le 28, on devrait faire la vulgarisation avant, mais la vulgarisation de la loi était faite le 28 janvier. Donc c'est le seul point qui met au mal aujourd'hui. Le 28 janvier, la vulgarisation, et le 20 février, on nous dit le dernier délai des déclarations. Et le 20 mars, si vous ne payez pas, vous tombez directement dans les pénalités. Nous avons dit que ça, c'est une manière de nous coincer. Mais c'est pour quel intérêt? Est-ce que vous avez eu engagé des pourparlers avec... Nous avons écrit à la Direction générale des impôts. Nous avons écrit et on a trouvé que la porte était fermée. Alors nous étions obligés d'écrire à d'autres autorités. Nous avons écrit presque dans toute la République. Pour leur expliquer qu'il y a une situation qui prévaut dans les dispositions de la loi de finances 2014 qui vont nous faire mal et qui vont causer des problèmes au niveau du paiement de nos... Est-ce que vous avez eu à faire recours aux parlementaires qui ont eu à voter cette loi des finances? Nous avons été reçus par le directeur de cabinet du président du Sénat qui nous a dit qu'il fallait que ces informations nous arrivent avant. La loi est déjà signée par le président de la République. On peut s'attendre seulement à une solution politique, sinon ils ne peuvent plus rien. Le Parlement nous a pas reçus. Nous avions écrit, nous avons demandé qu'ils nous reçoivent, ils ne nous avaient pas reçus. Il y a eu tant mal des autorités de la République que nous avions écrit. Maintenant, ce qui est clair, c'est que maintenant que nous parlons, les commerçants sont déjà tous dans les pénalités. Parce que ceux qui avaient conclu avec les divisionnaires, comme les impôts sont déclaratifs, ils ont conclu avec le divisionnaire et ces impôts ont été fixés par exemple à 500 000. Le commerçant a crié que c'est trop, 500 000 c'est trop parce que je ne peux pas payer 500 000. Le temps de discuter, comme le temps était raccourci, c'était devenu très court, parce que je vous apprends que 10 jours ou 11 jours pour un commerçant, c'est beaucoup. En 10 jours, il peut vendre 2 ou 3 millions. Ok, on va continuer dans le débat. Monsieur Paul Nestor Mwanzibi, vous êtes resté plus de 2 minutes sans parler. Alors, aujourd'hui, le gouvernement congolais doit aux opérateurs économiques plus de 400 milliards de francs CFA, ce qui constitue aujourd'hui la dette intérieure du pays. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que président du COPECO? Merci pour la question. Vous savez que depuis 2012, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement, mais nous sommes choqués du fait que la dette intérieure